Merci Thierry pour avoir fait une petite introduction justement pour la passation de la main, c'est sympa. Nantes, qui est somme toute un petit jardin, a un index qui est étonnamment grand par rapport à la taille et aux moyens du jardin. Donc il y a vraiment un gros historique d'un index très fourni, notamment en termes de récolte nature. Et pour l'occasion, j'ai fait une petite rétrospective un peu de nos index, des récoltes nature, comment elles étaient annoncées, comment elles étaient notées et comment elles étaient produites. Donc là, je vais en faire un petit retour là-dessus. Donc là, je vous ai remis les deux index, nos plus anciens index qu'on a, on a encore la trace. À l'époque, on avait vraiment la liste des plantes qui étaient notées par famille, genre espèce, sans indication de provenance. Donc là, juste le petit rappel. Premier index à notre connaissance, 1872. On a des plantes sauvages depuis 1960, au moins en tout cas notées comme telles. On a un historique parce qu'il y avait régulièrement des rapports qui notaient le nombre d'espèces produites et le nombre d'espèces sauvages notamment. Et Claude Figaro faisait beaucoup de rapports à ce sujet-là. Et là, c'était André Rousseau qui avait noté ça. Et on a depuis 1987 des plantes par thématique écologique dont on va parler aujourd'hui. L'intérêt de le faire et un peu l'historique, je trouve ça assez révélateur des époques. Par exemple, là, 1960, donc là c'est la première index avec des plantes notées comme nature. Et là on voit en photo la fameuse Marsilée quadrifolia, qui à l'époque a été appelée Marsiglia quadrifoliolata. Donc ça c'est un nom que je connaissais pas, j'étais cherché dans EPNI. C'était un nom qui a été appliqué effectivement à une époque. Et donc c'est une plante qui est assez emblématique pour nous dans l'ouest, en tout cas autour de Nantes, parce qu'elle est assez rare dans l'ouest et elle est connue que de quelques stations dans la région. Même si elle peut être très banale dans notre région. Et là les floralies, hein, pour les gens qui ont connu un petit peu, ça c'était très ancré à Nantes. Donc là l'index de 1963, c'était des plantations avec un petit timbre des floralies. Donc il y avait aussi des timbres de botanique à Nantes à cette époque-là. Ils avaient édité un timbre pour l'occasion. Donc moi ce que j'ai remarqué c'est que on a vraiment les plantes qui étaient, on voit à un moment ou à un changement, les plantes sont distribuées sous le nom de fleurs de l'Ouest. Il faut savoir que ce qu'on appelait jardin botanique à Nantes pendant longtemps, c'était une partie du jardin des plantes. Donc il y avait vraiment, c'était noté jardin des plantes, donc vraiment un parc d'ornement, et une petite partie dans la partie nord du jardin qui s'appelait jardin botanique, donc qui était constitué de plusieurs écoles de botanique, donc école d'arboriculture, école de botanique de la flore de l'Ouest, etc. Ce qui est un peu ambigu dans cette appellation flore de l'Ouest, ce qu'on voit ici, c'est qu'on ne sait pas avant 1960 lesquelles étaient des plantes effectivement récoltées in situ dans l'ouest de la France et lesquelles étaient des plantes sans forcément de provenance sauvage et qui étaient cultivées et diffusées sous le nom de flore de l'Ouest. Là, on voit vraiment l'apparition de petites astérisques qui concernent des plantes récoltées en nature, sans autre indication que récolte en nature. Ça peut être assez éloigné de Nantes. On n'a pas d'informations sur les provenances en tant que telles. Oui, on a juste cette information d'astérisque. Et ce qui est marrant, c'est la terminologie qui évolue. Donc là, on parle vraiment de flore de l'Ouest, qui reprend un peu la nomination de James Lloyd, par exemple, qui avait écrit la flore de l'Ouest de la France au fin du 19e. Qui avait beaucoup travaillé là-dessus. On remarque aussi les époques et les modes qui évoluent avec l'iconographie des index séminum. Et en 85 apparaît une petite codification, je trouve très intéressante, où on va parler d'altitude, on va parler d'écologie, de milieux différents. Alors je vous la montre, je la trouve assez intéressante, mais je pense un peu compliquée à lire. Donc moi j'aime bien la façon dont c'était présenté, puisqu'on avait vraiment des étagements de végétation. Alors c'était précisé, étage montagnard, subalpin, alpin. Bon, le massif armoricain culmine à 394 mètres, donc l'étage montagnard, subalpin, alpin, je pense qu'à l'époque c'était pas trop le cas. Il faut savoir que la chaîne va risque monter à 6000 mètres et 400 millions d'années, mais bon, il n'y avait pas d'index séminum à cette époque-là, pas à ma connaissance. Après, pardon, je ne sais rien, mais souvent il y a des botanistes qui partent en vacances dans les... Oui. C'est vrai. Alors là, dans la codification de la flore de l'Ouest, bon, à mon avis, pas trop applicable. Mais moi, je trouvais intéressant de voir l'apparition justement de cette codification et des informations qui sont plus diffusées. Donc on ressent un besoin de noter plus d'informations qu'auparavant.
Et après, je trouve que la codification doit être un peu compliquée à comprendre quand même, hein. Si on est là, alors 56 A, F, Y, Z, alors on retient devant. Donc on va retrouver, donc là le A correspond à une altitude, donc on a beaucoup de A, on constate, hein, c'est région littorale, effectivement. Et après, bon, bah, on va avoir des informations sur les conditions pédologiques, édaphiques, etc. Les floralies, donc la grande tradition horticole de Nantes et comment on appelait ça, la mosiculture également, très présente. Là, dans les années 70, on voit apparaître des cartographies qui n'existaient pas forcément auparavant. Donc on voit la situation de Nantes par rapport à l'Europe, que je trouve aussi une évolution intéressante. En plus, la façon dont c'était fait était assez sympa, très années 70. La flore de l'Ouest devient la flore du massif armoricain, donc aussi on voit le changement de dénomination et la carte avec aussi qu'est-ce que le massif armoricain, parce que c'est vrai que l'Ouest de la France, finalement c'est vague, ça peut concerner Bordeaux par exemple, ça reste l'Ouest, mais là on a vraiment cette notion de délimitation par rapport au massif armoricain, donc qui est le socle géologique du massif armoricain, donc le reste de la chaîne hercynienne, un socle granitique essentiellement qui est vraiment présent dans toute cette zone-là. Qui concerne la Bretagne, les Pays de la Loire dans une grande partie, mais aussi la Basse-Normandie, qui est là, et avec cette ligne assez nette hein, qu'on va voir ici, et où on a plusieurs départements qui sont partiellement armoricains, ce qui n'est pas le cas de la Loire-Atlantique, ni de toute la Bretagne, qui sont intégralement armoricaines. Et là, on voit aussi une photo de Kixia communitata, donc qui est une plante plutôt méditerranéenne, qui est vraiment rarissime dans l'Ouest, mais dont il y a des très belles stations à Belle-Île, pour les gens qui ont vécu les premières journées techniques à Belle-Île, notamment, je pense que vous avez dû voir cette fameuse petite linéaire très mignonne. Donc on voyait aussi un souci de présenter un peu la particularité de la flore régionale et des plantes rares et menacées. Dès 87, donc 2 ans après, on voit que ça se précise un petit peu. Et on voit apparaître les premières récoltes par thème écologique. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant la façon dont c'est présenté. Donc là, on voit bien dans l'avertissement au début de l'index Seminum, donc on parle de 1736 espèces présentes en armorique. Et ils ont constaté effectivement que les récoltes globales permettaient de couvrir seulement 35% des espèces de la flore armoricaine, et de faire une rotation sur 4 ans permettait de cibler beaucoup plus précisément des espèces et des milieux, et donc en 4 ans de couvrir à peu près 100% de la flore. Donc là, ça ne tient pas compte forcément des espèces protégées ou menacées, et on voit d'ailleurs, alors pas là, ça viendra après, les espèces protégées. Alors 1960, les premières récoltes nature, il n'y avait pas d'application d'espèces protégées ou menacées, ça n'existait pas encore, mais on voit que ça s'est progressivement installé dans les démarches de récolte, et que par la suite, on a vraiment des espèces protégées cultivées historiquement au jardin botanique qui sont proposées à l'indeximum avec cette mention plantes protégées dans la région, dans le département ou en France, et cultivées au jardin botanique. Donc là, on voit encore ce souci de faire apparaître les espèces locales. Donc là, on a la Sphodèle d'Arondo. Donc là, c'est une photo qui était prise à Belle-Île. Sphodèlus macrocarpus ou espèce arondoi, maintenant, qui a été décrite par Lloyd. Vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et là, je vous ai mis aussi cette photo que je trouve assez géniale. C'est la presse herbier d'Écorchard, qui est encore en activité aujourd'hui. C'est une pièce de musée du 19e siècle, mais qui est en fonctionnement quasi continu depuis le 19e siècle. Donc on voit que c'est une période comme de changement aux années 80. À partir de 90, on va avoir une précision qui est rajoutée. Donc auparavant, on avait, donc dès le début, on avait dans les années 60 l'information que la plante était de nature sans avoir d'information. Dans les années 80, on donnait le département. Là, on arrive au niveau communal et on va avoir l'écologie qui est donnée un peu différemment. Donc là, on voit que c'était quand même assez précis. On passe sur une ligne complète. On va avoir le département avec le numéro. Et donc le Séverac, c'est la commune, et on a vraiment l'écologie qui est donnée de manière assez précise, marge d'étang asséché l'été, substrat sablo-argileux acide. Et donc sur la gauche, on a Angelica heterocarpa, l'angélique des estuaires, décrite à Couéron, donc dans la métropole nantaise, par James Lloyd, donc une plante qu'on connaît bien à Bordeaux également, une petite endémique de l'ouest de la France. Je crois que voilà, là on voit le cirpe tricâtre, donc qui est aussi une plante très emblématique des bords de Loire,
qui est une plante protégée au niveau régional ou national, je ne sais plus. Mais voilà, on précise bien cultivé au jardin botanique. On précise bien que c'est une plante qui n'est pas récoltée in situ du fait de sa protection. Donc l'année suivante, en 91, on précise au niveau du lieu dit la répartition, enfin le lieu de récolte, et aussi une cartographie éventuelle qui peut être envoyée. Et l'idée de protection fait son chemin aussi, parce que là on les indique. Là, on fait le Dace littoralis, donc une plante, donc la sous-espèce littorale et endémique de l'ouest de la France, et c'est aussi une protégée nationale. Donc là, on voit bien, on va avoir les localités un peu plus précises qui apparaissent, et on garde cette codification de l'écologie qui est donnée in extenso, avec en plus l'information d'une plante protégée et du niveau de protection que l'on a. Ça se complexifie après en 95 parce qu'on a à voir le syntaxon phytosociologique. Donc ça, je ne sais pas à quel point c'était compris et exploité par les gens qui recevaient les index, parce que la phytosociologie était encore... Bon, en 95, ça avait des années 70, donc c'est quand même un moment où c'est plutôt appliqué. Je crois que c'est comme quelque chose de typiquement français, je ne sais pas à quel point c'est utilisé par les autres pays, la phytosociologie. Si, quand même. Les spécialistes en phytosociologie sont italiens ou centrales, okay. Ou chinois. Donc là, je trouvais ça intéressant de voir effectivement de préciser non pas l'écologie, mais le syntaxon carrément. Donc ça, c'est de l'ordéion, culérion descentis, etc. Et en 98, donc encore 3 ans après, on va avoir l'apparition de Corinne Biotope, donc qui est fraîchement paru à l'époque. Corinne Biotope, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est vraiment un catalogue des biotopes européens, je crois, et avec une application essentiellement européenne. Donc là, on le voit dans l'avertissement de l'index Eminem en 98. Voilà, on utilise la terminologie Corinne Biotope, et on identifie l'habitat par le petit nombre avec corps et un nombre. Donc là, on le voit. Ça, c'est à partir de 98. On va avoir le nom du taxon, l'emplacement où il a été récolté et le code Corinne Biotope. Pour être tout à fait honnête, avant que je travaille à Nantes, je n'avais pas compris ce système-là. Par ailleurs, je travaillais sur les plantes tropicales, donc forcément, j'avais moins d'utilisation. Je m'intéressais moins aux plantes locales, mais ça m'a toujours paru un peu compliqué. Est-ce que vous, dans la salle, c'est quelque chose que vous utilisez vraiment, le Corinne Biotope, et à quel point vous le compreniez dans l'index Eminem de Nantes? Je me suis toujours posé la question. C'est fini en fait. Ouais. Ça nous avait obligé à l'époque de nous intéresser à se demander ce qu'était effectivement le code Corinne. Et c'est vrai que quand on a relancé notre index Eminem, on s'était aussi posé la question. Mais c'était déjà, je dirais presque désuet, on s'en servait plus. D'accord. Après, c'est vrai que ce qu'on appelle le Corinne Biotope a rendu grand service en termes d'homogénéisation des appellations phytosociologiques pour la France. Et c'est vrai que maintenant, on a ce qu'on appelle le PVF1, PVF2, c'est la révision de toutes les associations phytosociologiques de France qui se font, qui sont en cours, donc qui ont petit à petit remplacé le Corinne Biotope. Mais ça a servi, en fait, ça a permis d'actualiser. La phytosociologie, c'est quand même, ça a son propre code de nomenclature, comme le code de nomenclature vasculaire. C'est aussi son code qui est particulier, qui change. Et donc, voilà, ça a permis une homogénéisation, une compréhension. Les forestiers, beaucoup, le Corinne Biotope était utilisé par les forestiers, spécialités différentes. Donc, ça a permis d'homogénéiser un certain nombre de choses, mais c'est vrai que c'était lié à un certain cercle d'initiés. Ouais. Je crois que Corinne décrivait plus le milieu de l'association philosophe. Oui, en fait c'est intéressant parce que, évidemment je ne les ai pas en tête, mais 47.3.1 ça va correspondre à une chaînée atlantique acidiphile. Donc c'est vrai que c'est comme quelque chose d'une désignation assez précise, et ça va effectivement, dans la description, on va avoir les taxons un peu emblématiques de cette association. Et c'est ça que je pense que l'intérêt de Corinne et ensuite de Nice, c'est vraiment de synthétiser la phytosociologie dans quelque chose de plus accessible. Donc ça a duré de 98 à 2024, l'utilisation du code Corinne. On a fini par arrêter et proposer quelque chose d'un peu plus lisible, enfin on pense, dans la mesure où on avait des doutes sur la compréhension
de ce code Corinne, d'autant que effectivement je pense que Corinne c'est comme quelque chose de relativement obsolète actuellement. On a le code de Nice maintenant qui est plus utilisé je crois. Donc entre-temps le jardin a adhéré à l'IPEN, donc là le changement dans l'index c'est l'IPEN qui apparaît, et après sinon on est quand même resté sur quelque chose de très pragmatique, hein, famille, genre, espèce, l'information de la récolte, et on est finalement revenu sur quelque chose qu'on avait avant les années 90, l'idée d'avoir un code qui correspond à quelque chose d'assez synthétique du milieu. Et ce on a gardé pendant un an cette codification-là. L'année suivante, en fait, on est revenu sur un code in extenso pour que ce soit encore plus clair. Et on a aussi ajouté la latitude. Donc là, on voit qu'on n'est quand même pas très élevé en général. Là encore, on est sur une thématique bois, landes, prairies et culture où on peut monter un petit peu en altitude. Les années où c'est littoral, on est très bas quand même en général en altitude. Donc la théorie et la pratique, donc ça c'est vraiment ce qu'on publie dans nos index Eminum. Le massif armoricain, donc c'est comme vous avez vu sur les cartes précédentes, c'est quand même quelque chose d'assez large. Ça couvre 13 départements dans 4 régions. Évidemment, nous, on ne va pas couvrir l'intégralité du massif armoricain, même si ce serait très intéressant. Imaginez une arborisation dans le Nord Finistère ou le Calvados au partir de Nantes, c'est 4 ou 5 heures de route. Il y a une règle orale qui n'a jamais été écrite, mais qui est assez pragmatique, je trouve. L'idée, c'est qu'on ne fasse pas plus de temps de terrain que de temps de récolte. Je crois que c'est aussi ce que tu disais, Laura. C'est ça, hein, effectivement, c'est relativement logique. Hein, on ne va pas se taper 4 heures de route pour faire 2 heures de récolte. Et en fait, on a un rayon d'à peu près 2 heures autour de Nantes, ce qui couvre à peu près 5 départements, ce qui est déjà beaucoup. Donc voilà, on retrouve la carte du massif armoricain avec les régions administratives, les départements et l'emplacement de Nantes. Donc là, c'est nos index même depuis les années 2015-2020, où on montre vraiment la France, le massif armoricain et un peu la situation de Nantes avec la limite du massif armoricain. Donc là, on utilise encore la thématique écologique pour faire nos récoltes. Donc c'est vrai que je ne les ai pas cités, on les a vus plusieurs fois à l'écran. On a une rotation sur 4 ans avec une thématique littorale, une thématique pelouse, rochers continentaux et sable, une thématique bois, landes, culture, et une dernière thématique qui est les milieux humides. Ce qui permet de couvrir des zones assez amples. Donc, par rapport à ce que disait Céline hier à la grainerie, c'est vrai que la thématique écologique fait que des fois on peut aller sur une zone géographique relativement large en ignorant des milieux. Donc c'est aussi un choix. On n'a pas forcément remis en question ça, parce qu'on trouve que c'est aussi une façon assez intéressante de présenter un index Eminum et nos récoltes nature. Par thématique écologique, je pense que ça peut être intéressant aussi pour les gens qui recherchent des plantes d'un milieu particulier. Les endroits où on va récolter, en fait on n'invente pas l'eau chaude, on a vraiment un gros historique d'herborisation à Nantes. Donc on a des fois des sites de récolte qui sont connus depuis Gatso, de Lloyd et compagnie, et on a vraiment un gros historique. Alors ce qu'on constate quand même, c'est que les milieux sont fragmentés, des espèces réduisent ou disparaissent. Les milieux qui étaient auparavant proches de Nantes par exemple, ou qui sont connus comme étant des lieux historiques de plantes, qu'on va retrouver dans la flore de l'ouest de la France de Lloyd ou de la flore des abbayes du massif armoricain. Bon, maintenant, c'est des endroits où il y a des lotissements, où il n'y a plus forcément de milieu. Il y a aussi beaucoup de zones qui sont protégées, ce qui n'était pas forcément le cas au début des récoltes nature. Donc le choix des sites se fait en fonction des sites qui sont connus et qui est vachement restreint par les protections réglementaires et des milieux et des plantes. Donc ça fait partie vraiment du choix des sites. Voilà. Cathy, est-ce que tu veux rajouter autre chose sur ce choix-là? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on questionne encore, hein, parce que de se dire que finalement, en fait, on va dans un milieu, mais on passe devant plein d'autres milieux, est-ce que ce serait pas intéressant de s'arrêter là? Je trouve que c'est un moyen comme un autre de gérer les récoltes.
Je pense que c'est pas inintéressant. Et on n'a pas trouvé de plus intéressant à proposer. Alors après, il y a d'autres jardins qui fonctionnent par thématique écologique. Je crois que c'est quand même pas... il y a assez peu de jardins finalement. Je crois qu'il y a Caen, Nancy aussi, qui fonctionnent par thématique écologique. Après, ça va être plutôt par zone géographique. Après, historiquement, Nantes couvre une zone géographique relativement ample. Est-ce que quand vous avez des commandes de graines, il y a des jardins qui vous commandent dans les index il y a 3 ans, en fonction de ce que vous avez proposé sur un tel qui va revenir plus tard, ça arrive, parce que c'est vraiment d'une année sur l'autre. Et en fait, les thématiques restent qu'1 an. Elles reviennent 4 ans après, donc on peut avoir des graines d'il y a 4 ans finalement qui sont reproposées à l'index. On essaie de pas trop les garder longtemps. Enfin, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qu'on peut garder sur 4 à 8 ans. Mais de manière générale, on essaie de recollecter un maximum ces espèces-là pour les renouveler. Mais on a aussi le choix qu'en fait, la thématique est que sur 1 an et l'année suivante, la thématique précédente, elle est finie. Hein. On revient sur une nouvelle thématique. Ce qui permet de ne pas avoir des index à rallonge. On a à peu près 1200 références chaque année et plus de la moitié maintenant sont des récoltes naturelles. Du coup, vous, par exemple, en tant que commandeur, on peut éventuellement ressortir votre index d'il y a 3 ans. Vous avez fait une thématique qui m'intéressait, je sais que ça sera pas... Ça va être au cas par cas, mais normalement, il y a vraiment la saison des commandes, il y a un début et une fin. On peut effectivement faire des exceptions, mais l'idée c'est que le desiderata s'applique sur l'année en cours. On va attendre le prochain qui vient. Ouais. Et après, on constate quand même, tu me corrigeras si je me trompe, dans les commandes, qu'on peut avoir des gens qui sont plus intéressés, des jardins qui vont vraiment s'intéresser à un genre, qui vont cocher tout un genre parce qu'ils vont travailler dessus, ou des thématiques écologiques qui seront plus suivies par des jardins que d'autres, etc. Alors par exemple, la thématique du littoral, ça va vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez de niche finalement. Tous les jardins ne peuvent pas se permettre de cultiver des espaces littorales. Et donc là, c'est un thème qui est assez resserré. Pour nous, c'est intéressant en tant que région littorale finalement, de proposer des plantes littorales. Il y a beaucoup de plantes exclusives, soit à l'Armorique, soit à la façade atlantique française, qui sont très intéressantes, soit des espèces, soit des micros, enfin des infrataxons intéressants qu'on peut avoir endémiques d'Armorique ou de façade atlantique française. Et beaucoup des cotiques littoraux aussi intéressants. Oui. Parce que j'étais surtout que la scène avant où je suis en trajet avec une tour d'école, c'est-à-dire que moi je ne peux jamais dormir. Non, je ne peux jamais dormir à l'extérieur. Historiquement, non. C'est plus quelque chose. Alors en fait, il faut savoir aussi que nous, on fait à peu près 35 missions d'herborisation par an. C'est à peu près une fois par semaine, de avril-mai jusqu'à octobre-novembre, selon les thématiques. Donc nous, c'est vraiment des herborisations à la journée. On n'a pas cette historique de faire comme à Dijon, par exemple, où ils partaient en van pendant 2 semaines. Ou en camping-car. Hein. C'était vraiment cette tradition-là. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. On fait vraiment des récoltes tout au long de l'année, mais sur une journée. Petite photo de nos récoltes. Donc hier, c'est nous montrer les photos magnifiques des récoltes au pied de la montagne. Nous, on n'a pas trop de montagne, par contre, c'est vrai qu'on on est sur la plage, au bord de la mer. C'est assez sympathique quand même comme lieu de récolte. C'est le bon moment du métier. C'est ça, ouais. Oui, Céline. Le fait de changer aussi chaque année des thématiques, ça permet de ne pas aller 2 fois au même endroit en peu de temps. Oui, alors c'est vrai que quand on fait nos demandes d'autorisation, on dit le site là on y reviendra en 4 ans, donc on ne va pas prélever tous les ans au même endroit. Ça c'est vrai que ça peut être intéressant aussi, c'est quelque chose qu'on met aussi en avant dans nos demandes d'autorisation de récolte. Tout à l'heure, vous traversez peut-être d'autres milieux que celui que vous Oui. Mais avec le fait de conserver les panneaux frigo, vous ne pouvez pas vous dire, je récolte quand même, ce sera pour le thème des gens. Si c'est ça, on le fait. Ça optimise un peu. Ouais, pour des taxons qu'on ne croise pas tous les jours, des fois on se dit, on n'est pas dans la thématique, on ne va pas s'abstenir de récolter une espèce qu'on ne croise pas souvent et qu'on sait qu'on aura du mal à récolter. Oui. Avec les avantages du frigo, la conservation, ça a largement élargi une capacité de choix et de mise à disposition dans la nation. Est-ce que tu peux nous parler de votre fonctionnement qui fait que dans l'index,
c'est des graines qui ont été récoltées il y a 2 ans. Oui, en fait, c'est que on va vraiment faire les récoltes. Là, par exemple, cette année, c'est le thématique du littoral. Donc, on va récolter en gros d'avril à novembre, mettons. Et donc, c'est pas des plantes qu'on peut être en capacité de proposer l'index de l'hiver suivant. C'est vraiment des graines qui vont être séchées, nettoyées par la suite, stockées au frigo. Et là, en fait, les graines qui vont être proposées dans l'index 2026 qui va être publié cet hiver, sont des graines qui ont été récoltées en milieu humide l'année dernière. Parce que vous faites des tests de germination, vous prenez le temps Non. de... Non, c'est par rapport Non. au process de séchage électrique. Ouais, alors ça c'est quelque chose qu'on peut aussi remettre en cause, c'est quelque chose qui se fait historiquement. Ça permettait en fait l'index a tendance à sortir relativement tôt à Nantes, décembre, janvier en général. Effectivement on pourrait le sortir plus tard, on pourrait très bien imaginer de le sortir en mars et de proposer les récoltes de l'année qui vient de s'écouler. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément remis en question, qu'on pourra rediscuter. Mais... C'est des questions qu'on s'était posées aussi, et on a dit, comme vous, finalement par travailler avec le frigo, ça nous permet de sortir un index suffisamment tôt, comme ça au moins ça profite à chacun. C'est ça. Pour les graines de jardin. C'est-à-dire que de toute façon, une graine, nous on fonctionne, j'en parlerai après, mais avec c'est l'ADN, c'est-à-dire que globalement on propose des graines qui dans l'année, des graines de nature sont proposées dans l'année, en partie. Par contre, les graines de jardin sont proposées à N+1. Parce que quand on essayait de tout sortir de l'ADN, en fait, c'est que vous avez publié la semaine au mois d'avril, vraiment quelqu'un qui commande, qui fait ses semis, il reçoit sa graine au mois d'avril, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'ouvre frigo, il reste là son année d'après. Ouais. On s'est dit, en fait, ça sert à rien. Autant ça nous permet aussi de nettoyer tranquillement jusqu'au février-mars. Et en avançant la date de parution de l'index, on s'est aperçu qu'on touchait beaucoup plus de... En fait, on a doublé le nombre de commandes. Et on a réduit aussi le temps. Oui. Est-ce que, vu que vous y êtes, vu que vous récoltez, vu que vous connaissez bien les sites, est-ce que vous récoltez en même temps, éventuellement, pour le Conservatoire botanique national de Brest, sur des espèces menacées qui ont un statut ICN? Ou est-ce que, non, c'est eux qui font et... Ouais, c'est eux qui font. Bah, typiquement, les espèces menacées, on n'a pas le droit de les récolter. Enfin, non, en fait, concrètement, les espèces protégées, on n'a pas le droit de les récolter. Les espèces menacées, on s'est engagé à ne pas les récolter. Mais est-ce que vous ne pourriez pas plutôt faire un partenariat, sachant que vous n'avez pas le même rayon d'action, parce que c'est à peu près 2 heures pour tout le monde. Enfin, eux, ils sont à Brest, vous êtes à Nantes. Est-ce que ça serait pas malin, en fait? Ça, ce serait quelque chose d'envisageable. C'est pas quelque chose qui était spécialement abordé dans nos partenariats. Et je suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin. Parce que eux, ils ont vraiment, dans chaque antenne, ils ont des personnes dédiées au suivi des populations qui vont de toute façon, récolte ou pas récolte, ils font des suivis de population de toute façon régulièrement, plus que nous d'ailleurs. Nous, on travaille dans ce cadre-là, mais que dans le cadre de la plan de conservation. C'est-à-dire que de toute façon, tout ce qui est plan de protégé, c'est le conservatoire botanique, c'est le plan de conservation. Et si on est inscrit dans ce plan de conservation, concernant la conservation ex situ, éventuellement collaboration à la récolte, on y est inscrit pour un taxon, par exemple, dans le massif vosgien. Dans ce cas-là, on peut s'associer à la collaboration. Mais c'est vrai que la réglementation, ça reste assez... Il n'y a pas de conservatoire botanique national en Belgique. C'est vrai que c'est une spécificité française des conservatoires botaniques, et même une anomalie française pour reprendre certaines terminologies. Est-ce que je peux encore poser une question? Moi j'ai une question qui s'adresse à Nantes, mais aussi à tous les autres jardins qui font des collectes comme ça en nature, à Bordeaux notamment. Quand on fait des collectes comme ça, alors, dans des milieux qui sont quand même assez spécifiques, là, l'ouest de la France, la côte et tout, et qui ne concernent vraiment pas du tout l'ensemble des jardins modernes du sauvage. Est-ce que vous avez une idée de ce que je demandais? Est-ce que c'est bien demandé? On avait remarqué que les Tchèques aimaient beaucoup nos petits accents de l'Ouest, par exemple. Ouais. Parce que quand on entend du expert, parce que ça, quand on ne fait pas, qu'on veut le faire, on a peur de passer beaucoup de temps pour au final toucher que 3-4 personnes. C'est vrai que moi, c'est une des questions que je me suis posée quand j'ai commencé. Donc, moi, ça fait 4 ans que je suis à Nantes. Quand j'ai commencé à arriver à faire des récoltes et que j'ai vu qu'on récoltait vraiment de manière assez exhaustive des plantes, y compris
pardon, je veux dire des gros mots qui sont des mauvaises herbes, des dactyles, des plantes qui sont finalement assez communes. Je dis, ah, est-ce que c'est vraiment intéressant qu'on récolte ces plantes-là? Et le grainier de l'époque me dit oui, c'est les plantes qui sont commandées. Donc oui, il y a un intérêt, et pour la génétique des populations, et pour des besoins d'autres jardins, oui, c'est quelque chose, ces plantes qui ont un intérêt, qui sont commandées. Et c'est vrai que j'ai regardé dans des taxons, y compris des choses qui me paraissaient assez banales, c'est vraiment des choses qui sont commandées, quoi. Il y a assez peu de taxons, finalement, j'ai l'impression, qui ne sont pas commandés. Et ça, après, ça va de toute façon d'une année sur l'autre. C'est vrai que la limite de l'exercice, c'est qu'on aimerait bien savoir ce qu'ils en font. Comme disait Sébastien tout à l'heure, peut-être que des fois c'est pour les chercheurs ou c'est vraiment juste pour les mettre dans l'école de développement. L'exposition, Ouais. les expos. C'est vrai, comme je dis souvent, on ne peut pas présumer. Nous, on récolte, on parle de minutes au niveau des milieux. Se rendre compte qu'on ne peut pas présumer finalement ce qui va être commandé. Des fois, on a genre la super rareté, des données pour parler de la forme du nord-est, etc. Une protection, c'est très difficile à déterminer. On va faire un flop. Ah ouais. Puis à côté du plantain majeur, il va être commandé du fond. Bon, je sais pas, il y a peut-être une exposition ethnobotanique, un jardin qui a besoin de plantain pour monter une expo. Lentilles ou lentilles? Ah oui, on a récolté de lentilles, c'est pas tout les chercheurs qui restent là-dessus. Et même d'ivoire, ce qui est intéressant, c'est aussi la compétence de certains jardins botanistes qui sont capables, par exemple moi, j'aime bien les fêtus, j'aime bien les rosiers, j'aime bien les carex. Voilà, je collerais bien, ça devait être identifié. Des fois, il y a des choses très communes qui sont devant le jardin botanique, voilà, par trébucheux, donc je vais la récolter, qui ça va être commandé par plein de jardins. Et je suis dit, ils sont plein, tous chez eux. Mais c'est vrai que c'est quand même des gens de jardins intéressés. Oui. Donc dans une collection médicinale, un jardinier botaniste qui n'a pas le temps pour se former à la botanique, ben, il va faire confiance à son correspondant pour pouvoir commander. Même une plante qui est en face de chez lui, c'est pas évident de se lancer sur les groupes complexes. Donc c'est aussi le rôle, je trouve que c'est un rôle intéressant. Les gens qui se passionnent un petit peu pour la botanisme dans le monde des jardiniers, ça permet de rendre service aussi à plein de petites structures qui ne sont pas. Et quelque chose qu'on a remarqué aussi, c'est les plantes de la flore vernale. C'est des plantes qui sont assez peu récoltées parce qu'il y a beaucoup de jardins qui n'ont pas les moyens, comme nous, de sortir dès le printemps. Donc ils vont plutôt sortir par septembre-octobre pour les récolter, des plantes qui ont fleuri et fructifié en été. Toutes les plantes vernales finalement échappent à ça. Et on est un des quelques jardins, on va dire, à proposer des plantes vernales. Et c'est vrai que par exemple les violettes, qui sont des plantes qui sont assez compliquées à récolter, à trier, etc., on a remarqué que c'était très très demandé. Par exemple, violet tricolore qui n'est pas spécialement rare, ou dans l'ouest qui est vraiment pas très courante et surtout très mal identifiée la plupart du temps. On a une très belle station dans la métropole de Nantes, dans les prairies de Mauves. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe à récolter, mais on sait que ce sera très demandé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu long à trier. Il y a beaucoup de graines stériles dedans. Mais je crois que c'est dans le top 3 des plantes qui ont été le plus demandées, des violettes tricolores. En plus, on a une station assez intéressante. Je pense une demande. Oui. Merci. Merci.